Donc, Je serais pas déçu. moi, je me suis concentré donc sur les malédictions en lien avec le sport. Alors, malédictions entre guillemets et des malédictions vraiment au sens propre du terme. Il y a vraiment deux histoires, les deux premières notamment, où on parle vraiment d'une malédiction dans l'histoire. Est-ce que vous connaissez la malédiction qui frappe Benfica, par exemple? Benfica Lisbonne en foot. Alors là, non. Non. Il faut remonter à la fin des années 50 et début des années 60 où le Sport Lisboa et Benfica, donc le SC Benfica, est de retour au sommet de la hiérarchie des clubs portugais grâce à un homme. Ils viennent de recruter l'entraîneur du FC Porto de l'époque qui s'appelle Bela Gutmann. C'est un Hongrois. Il arrive du FC Porto en 1959. Dès sa première saison, il fait champion du Portugal. Et la saison d'après, il fait champion du Portugal et il remporte la Ligue des Champions, donc la Coupe des clubs champions européens plutôt à l'époque. Et il conserve le titre européen une deuxième année. C'est-à-dire que le monsieur, il débarque, il est champion du Portugal, donc il y remet déjà au niveau hiérarchique national. Et en plus, il est doublement sacré, alors qu'à l'époque, la seule équipe qui venait de gagner la compétition, en gros, c'était le Real Madrid, puisqu'il venait de gagner 5 fois de suite la compétition à son lancement en 56 face à Reims et d'autres. Donc lui, il arrive, il installe ça direct. Il dit, OK, Benfica, empire du milieu. Donc en 62, légitimement, il va voir ses dirigeants, il dit, prime, je sais pas, on va négocier les termes. Je reste, vous êtes au sommet, vous pouvez pas rêver mieux. Et ces demandes, a priori, sont un peu grosses, ou en tout cas pas appréciées par la hiérarchie qui dit, non, on veut pas te rehausser, on te garde où t'es. Du coup, il claque la porte du club. Et il aurait déclaré en tout cas, je m'en vais en vous maudissant à partir d'aujourd'hui et pour 100 ans, Benfica ne gagnera plus jamais une Coupe d'Europe. Résultat des courses, Benfica a perdu toutes ses finales européennes depuis 62, c'est-à-dire qu'ils ont perdu 5 finales de Ligue des Champions ou de C1, parce qu'à l'époque donc, c'était un ancien terme, en 63, l'année d'après, 65, 68, 88 et 90, et ils ont même perdu 3 finales de C3. Les 3 seuls qu'ils ont disputés, donc en 83 quand c'était la Coupe de l'UEFA et en 2013-2014, les plus récentes, dont notamment la 2013 avec ce but dans le temps additionnel d'Ivanovic de Chelsea. Et là, on a vraiment... OK. Donc, pour vous dire, ça fait 61 ans, donc encore 39 ans à purger. Est-ce que ce monsieur est décédé? Je crois que oui, qu'il est décédé. En 61 ans, je pense que le monsieur... Ouais, ça peut pas être le marabout de Pogba. Non. Non mais on aurait pu. Elle est belle. Ok. Je l'ai pas mis celui-là parce que je voulais chercher d'autres histoires un peu plus croustillantes. Est-ce que vous connaissez aussi la malédiction vaudou qui aurait frappé l'Australie? L'équipe de foot encore d'Australie. L'équipe de foot d'Australie? Ouais. Non. Imaginez-vous que là, il y a un tout petit peu moins d'un an, donc l'Australie participait bien à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Elle était même dans le groupe de la France. Elle avait arraché sa qualification en barrage internationaux avec le Pérou, dans un match fou en plus. Tir au but, je crois. Au tir au but avec des arrêts. C'est les gardiens qui Et donc ce mondial-là, c'était leur 5e consécutif et le 6e de leur histoire. Sauf que entre le premier et le deuxième, il y a un gouffre gigantesque de 32 ans. Et pourquoi? La raison, elle serait assez folle. Il faut remonter à la fin donc, des années 60, là encore, lorsque les Soceros, le surnom de l'équipe australienne, jouent sa qualification pour le mondial 1970, qui se jouera au Mexique. Et ils vont en Rhodésie, qui est aujourd'hui le Zimbabwe. Ils vont là-bas, ils doivent gagner en match aller-retour et ils font 1-1 au premier et 0-0 au second. Et là, à l'époque, il n'y a pas des schémas de prolongation, tir au but, tout ça. Il faut jouer un 3e match. Et l'équipe sur place, l'équipe sur place est en Afrique et se dit mais c'est pas possible, on n'arrive pas vraiment à passer, on n'arrive pas à gagner un match contre une équipe pareille parce qu'ils se sentaient vraiment nettement supérieurs. Et surtout, ils trouvent que le gardien en face est vraiment beaucoup trop fort. Et ils en discutent entre le capitaine de l'époque, qui s'appelle Johnny Warren, et qui fera toutes ses déclarations dans un livre publié en 2002, comme des mémoires sur cette période-là notamment. Et lui et le staff entendent parler d'un journaliste qui leur conseille de rendre visite à un docteur, un ami, entre guillemets, un docteur, qui pourrait user de magie noire. La bonne idée. L'idée, c'est qu'il enterre des ossements sous les buts en jetant un sort au gardien rhodésien, expliquera Warren dans ses écrits. Le lendemain, 3e match, le gardien se foire complètement, sort sur blessure après un choc, et l'Australie se qualifie en gagnant 3-1. Sauf que avant de voir les Soceros repartir, le fameux docteur estime qu'il est quand même nettement en lien avec cette victoire. Donc, il demande 1000 livres. Et l'Australie, les joueurs, pas forcément avec des sous en poche, et puis avec leur posture de grands pseudo-occidentaux, l'Australie, ils disent non, on ne paiera pas. Du coup, il les a poursuivis. Alors, je vais reprendre une citation. Il nous poursuivait partout et criait que s'ils n'étaient pas payés, il nous jetterait une malédiction, toujours selon les dires donc, de Warren. Dans la foulée, l'Australie doit passer une ultime épreuve. Et là, on parle vraiment du dernier barrage avant la Coupe du Monde 70, c'est face à l'Israël. Et là, ils se foirent et ils perdent.
Ils font 0-0 au match aller et 1-0, non, 1 et 1-0 au match retour. Donc, ils sont éliminés juste avant d'aller au Mondial 70. Donc, pas de Coupe du Monde à ce moment-là. Ils arrivent quand même à participer à la Coupe du Monde 74. C'est la première, sauf que 0 victoire, 0 but marqué dans cette phase de poule. Donc, la première est épouvantable pour eux. Ils commencent à se dire, tiens, c'est bizarre. Et à partir de 74, pendant 32 ans, l'Australie ne remettra plus un pied en Coupe du Monde et échouera à chaque fois au barrage ou en qualification d'un rien. Donc pendant 32 ans, la malédiction est tombée. Pour vous dire, il y a un sondage qui a été réalisé en 2004 en Australie à l'aube des qualifications pour la Coupe du Monde 2006 et des milliers d'Australiens ont répondu et plus de 50% d'entre eux jetaient la faute de la non-qualification sur un sort lancé par le sorcier à l'époque. Donc les gens n'allaient plus au stade parce qu'ils savaient que le sort allait frapper. Et que sauf que là, on est en 2004. Pourquoi ils estiment ça ? Parce qu'à l'époque, il y a un petit regain quand même d'optimisme. C'est que en 2002 sortent les écrits de Warren. Et en 2003, il y a un présentateur radio et comédien qui s'appelle John Safran qui veut se rendre en Afrique et qui veut, pour le bien de son pays, de son peuple, conjurer le sort. Et donc, il veut rencontrer le fameux marabout de l'époque et essayer de faire le chemin inverse. Finalement, il apprend sur place que l'homme en question, le docteur magicien noir, là, est décédé. Donc, il va voir un autre marabout qui lui fait faire une grande cérémonie où il prend du sang de coq, etc. Il le badigeonne et tout. Il fait la cérémonie. Et depuis ce moment-là, l'Australie participe à toutes les Coupes du Monde et n'est plus maudite, en quelque sorte. Le gars, il passe ses vacances là-bas en Tanzanie pour faire le... Voilà, ça c'est les deux grandes histoires de vraies malédictions que j'ai trouvées dans le sport. Il y en a certainement d'autres. Sinon, pour parler de pseudo-malédictions, là, cette fois, je mets vraiment des guillemets. Toujours dans le foot, là, je finis la page foot, il y a les finales des Pays-Bas en Coupe du Monde. Vous le savez, 3 finales, 3 défaites. En 74, perdu contre l'Allemagne de l'Ouest. 78, c'est contre l'Argentine en prolongation. Et en 2010, c'était contre l'Espagne en prolongation aussi, avec ce but d'Iniesta. Une pseudo-malédiction aussi, c'est la Juventus en Ligue des Champions. Depuis son dernier titre en 96, elle a quand même perdu 5 finales. En 97, 98, 2003, 2015 et 2017. Bon, c'était quand même des gros clients en face à chaque fois. Donc 2003, par exemple, c'était Milan. 2015, c'était Barcelone. 2017, c'était le Real. C'est pseudo-malédiction, là aussi. Après, il y a la malédiction la plus connue chez nous, francophone, en quelque sorte. Bordeaux-Marseille ? Non. Ah ouais? Non. Bah, je sais pas. Alors, tellement sûr. Non, mais vas-y, tu peux lancer l'info. Il y avait une sûreté. Mais si, les 33 ou 34 ans, je sais plus, de Marseille qui n'a pas gagné à Bordeaux. Ouais, c'est vrai. Oui, et ça, c'est une loi. C'est Marseille qui gagne pas, c'est bien, quoi. Ouais, merci. Super, ça. Non, moi, je pensais au vélo. Raymond Poulidor. Avec notre poupou. Ouais, en quelque sorte, un peu maudit dans son genre, malheureusement, mais qui est l'éternel second ou presque. Donc, surtout qu'avec un long palmarès pour ce qui est des 2e et 3e places. 14 Tours de France, Poupou n'en remporte aucun, pour vous dire, 3 fois sur la 2e marche, 5 fois sur la 3e marche. C'est un peu douloureux toujours à se dire que un grand nom comme lui... Bon, alors, l'avantage à l'époque, c'est qu'il y avait Anquetil, qui était un autre Français qui brillait. Donc on a quand même une figure française, mais d'avoir ce Poupou qui était l'amoureux du peuple et qui gagnait pas, ça devait déchirer les cœurs. Bon. Mais Poupou, on dit qu'il a toujours... surtout fini second avec le Tour de France parce que c'est la vitrine, mais il a gagné je sais pas combien de classiques, il a été maillot rouge de la Vuelta. Il a gagné, sinon j'ai quand même noté, il a quand même gagné un Tour d'Espagne en 64, il a été champion de France 61, mais il en a perdu d'un rien aussi des championnats de France. Il a gagné Milan-San Remo en 61 et la Flèche Wallonne en 63. C'est les grandes victoires et après... Bon, voilà quoi. Et puis surtout, pareil, championnat du monde, 1 médaille d'argent et 3 médailles de bronze pour Poupou qui passe à ça. Et donc, un peu compliqué. Moi, j'étais en train de me dire que Van Aert était peut-être un peu sur les mêmes bases pendant un moment donné. J'étais en train de me dire, le pauvre, il fait souvent seconde, 3e, derrière toujours un gars qui est toujours un gars différent. C'était Pogacar, c'était Evenepoel, c'était Roglic, c'était Bernal. Vingegaard. Et je me dis, mais même sur des classiques, des grands trucs comme ça, des monuments, il va commencer à nous faire des poupous. À la Philippe aussi, qui lui passait devant pas mal. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc, à voir sur la durée, mais peut-être que Van Aert, il peut encore nous en faire des belles, des podiums. Mais voilà. Autre Français, plus ou moins maudit, mais en tout cas, c'est dans le cadre d'une compétition aussi, c'est Renaud Lavillenie, aux mondiaux d'athlétisme, puisque le monsieur Lavillenie, c'est quand même, dans sa carrière, c'est quand même record du monde. C'est quand même médaillé d'or olympique avec record olympique à la clé. C'est quand même le plus grand perchiste français de l'histoire de manière globale. Mais une grosse histoire controversée avec en 6 participations aux mondiaux, aucune médaille d'or, argent en 2013, bronze en 2009, 2011, 2015 et 2017. Et puis ces 6e et derniers mondiaux, là, c'était à Eugène en 2022, il fait 5e.
En tout cas, il est toujours passé à rien et la plupart du temps, c'était même presque à égalité ou sur les derniers sauts. Il n'a jamais pu passer ce cap-là, donc aux mondiaux. Mais au moins, il a 3 titres mondiaux en salle. C'est le seul titre qui manque à son palmarès. Ouais, c'est ça. Donc c'est la petite touche, quoi. Et puis juste glisser comme ça avant une petite musique, Charles Leclerc à Monaco en Formule 1, l'enfant de Monaco, le prodige de Ferrari, qui en 2018 pour son premier Grand Prix chez lui, donc devant ses proches et son public, perte de frein et accrochage au 70e tour. Lorsqu'il était chez Sauber. Ensuite, il fait abandon au 16e tour pour des dégâts et c'est le seul de la course à abandonner en 2019. Donc c'est encore plus tragique quoi, de dire c'est le seul à qui il arrive malheur. En 2020, Grand Prix annulé avec le Covid. En 2021, il est non parti alors qu'il avait la pole position. Pole position le samedi, le dimanche, au moment du tour de formation, la voiture rentre au pit stop. Il y a un problème de transmission. Il est dans l'incapacité de partir. Donc la voiture est immobilisée avant même le départ. Et surtout quand t'es en pole à Monaco, en plus. T'as la pole, t'es bien. T'es beaucoup mieux que n'importe où quand t'as la pole à Monaco. Et l'année d'après, ça tombe bien. Il a la pole position, mais il finit 4e avec la fameuse stratégie Ferrari qui laisse passer les Red Bull devant. Et cette année, il finit 6e. Mais c'était sa position de départ sur la grille. Donc, pas non plus des folles attentes. Mais on est peut-être que, quand même, dans sa carrière, s'il arrive à faire 15 Grands Prix de Monaco et pas en gagner un seul, ça va faire une belle.